Exhumé du passé, cet arère élancé fut trouvé du côté de Galéire. Associé à un animal, l'arère a de tout temps accompagné la culture de la vigne. C'est qu'elle en demande de l'attention cette liane, entre travail de la terre, taille, épamprage, récolte. Son cycle impose des rendez-vous d'attention qui rythment l'année. Un cycle et des pratiques installées qui malheureusement s'avèrent à présent mises à l'épreuve. Les pratiques anciennes, pendant des siècles, ont dégagé des règles de culture qui se sont avérées assez efficaces pour surmonter de très nombreuses crises. Et il se trouve que nos interrogations sur la manière de cultiver sont surtout le produit des rapides transformations de la viticulture depuis les années 1950. Alors c'est assez curieux, parce que nous avons passé 70 ans à croire que nous modernisions, et nous entrons dans une époque qui découvre les vertus de ce qui devait être absolument jeté aux orties. Donc peut-être y a-t-il à s'inspirer des pratiques anciennes pour renouveler, ça ne veut pas dire faire à l'identique de l'ancien, mais cela veut dire reprendre ce qui avait fonctionné pendant des siècles pour en faire un des éléments d'un système qui permette de relever ce défi du futur. Je voulais absolument planter la vigne. J'ai eu la chance tout petit d'avoir fait les vendanges presque en couche culotte. J'avais mon grand-père qui avait encore sa vigne. Je pense que c'est ça qui m'a imprégné. C'est pas conscient, hein. Mais je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Et puis après, c'est terre, hein, que je connaissais depuis tout petit. Et ma référence, c'était le gobelet, comme faisaient les anciens. Et donc, voilà, ça donne des pieds. Les grappes sont souvent à l'abri du soleil, naturellement. Déjà, parce que moi, je sais que je trouve des grappes, des fois couchées, vu que je ne désherbe pas, même dans l'herbe sèche, ce sont des belles grappes. La photosynthèse fait son travail au niveau maturité, donc la feuille, hein, et ça permet d'abriter un peu tout ça avec le feuillage. Perso, je pense que c'est plus adapté à nos climats, à la Méditerranée, parce que c'est comme ça qu'on faisait. Alors pourquoi je pense que les anciens n'ont pas fait des bêtises, hein. S'ils ont fait ça, mais c'est vrai qu'on a beau dire, le climat change. On voit bien qu'on n'est plus justement dans ce jeu d'équilibre qu'on avait réussi à mettre en place depuis le début des années 70 en Corse, puisque ça correspond plus ou moins à l'apparition des cahiers des charges des appellations, avec un début d'identification de ce que pourrait être une démarche vigneronne qualitative dans le contexte insulaire. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ça est remis en question. Et on a un climat qui est très changeant et qui nous oblige, pour pouvoir préserver cette qualité-là, de s'adapter. Aujourd'hui, c'est plus comme avant, quoi. Aujourd'hui, avec le climat, l'année dernière, j'ai vendangé d'abord le Chacarré, comme je disais, et Mont Blanc après, et le Nilouche un mois après. Que j'ai taillé tardivement à cause de la gelée que j'avais pris la fois d'avant, alors que je n'avais jamais gelé auparavant. Donc en fait, on s'adapte, on voit, on découvre aussi, hein, et on se pose des grosses questions. L'année dernière, donc 22, on a eu une grosse canicule qui a duré mais très longtemps, juin, juillet, et c'est la première fois où j'ai eu peur pour ma vigne, qui pourtant est plantée en gobelet dans la roche, mais j'ai vraiment eu peur pour la vigne. Je ne peux pas arroser, je ne suis pas équipé, et c'est la première année où j'ai vraiment eu peur pour la vigne. Physiologiquement parlant, on a une plante qui dépérit plus rapidement, une mortalité plus importante, un dépérissement de la vigne, et année après année qui s'impacte sur la récolte, d'abord sur la quantité, et puis sur la qualité aussi, puisque la vigne va venir récupérer l'eau qu'elle a stockée dans les baies de raisin, donc on va avoir un flétrissement des baies de raisin, et donc on a rapidement des vins qui atteignent des degrés d'alcool très importants, tout en ayant un fruit qui n'est pas mûr.
La vigne est fragile, si on n'était pas là pour l'accompagner, elle se développerait comme une liane et viendrait même à mourir, puisque avec les densités de plantation qu'on fait, qui ne sont pas naturelles, de planter 3, 4 ou 10 000 pieds à l'hectare fait que la vigne s'épuiserait puisqu'elle serait en concurrence avec d'autres. Sans vouloir faire différemment des autres, j'ai tenu à changer ma densité de plantation et donc à l'époque je ne savais pas que ça pourrait être une réponse au réchauffement climatique. Et là, j'observe que ça peut être une solution. Contrairement à ce qu'on peut penser, planter à haute densité un végétal sur un sol qui le permet, donc un sol profond, ça permet justement au végétal de puiser, de trouver de l'eau, puisqu'il y a une concurrence racinaire. Resserrer les rangs, ça permet de générer des ombres portées, donc aussi de protéger le raisin. Donc tout ça, ce sont des choses que je découvre, mais ce sont des solutions que j'avais imaginées quand je me suis installé. Avant même de connaître l'espace que je pouvais avoir pour la vigne, j'étais déjà partie sur la permaculture. Ça m'intéressait énormément. Finalement, sur une parcelle d'un demi-hectare, il fallait pouvoir finalement mettre un maximum de pieds. Donc l'idée de l'échalas était plutôt bien et en même temps un peu plus serrée. Donc c'est vrai que là, il y a juste 1 mètre entre chaque rang. Donc c'est juste un passage humain. C'est vrai que des fois, quand on est en palissage, on travaille avec les engins, on ne s'arrête pas à chaque pied de vigne. Pour moi, c'était super important. Là, je suis obligée, quoi qu'il arrive, de travailler chaque pied de vigne. Chaque pied de vigne me voit, on collabore ensemble, on discute. C'était vraiment très important de pouvoir faire ça, quoi. Quand on est en permaculture, il y a beaucoup d'herbes. Donc c'est vrai, il faut quand même collaborer avec elles. Il faut pouvoir enlever ce qui n'est pas forcément nécessaire à la vigne. La première année, ça a été mon gros travail. Mais je suis contente du résultat. Parce que finalement, cet hiver, il y a eu un couvert végétal qui était super intéressant. Je n'ai pas du tout fait d'apport d'engrais verts. Et finalement, j'ai eu la luzerne, de la vesque, il y a beaucoup de fleurs et j'en passe. Donc c'est vrai que même durant la période de gel ou de grêle qu'on a eu, la vesque, le coquelicot et la luzerne m'avaient protégé mes pieds. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que ça aussi, ça dégage quelque chose. Et je vais travailler pourquoi c'est là, pourquoi c'est présent et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Il y a différentes choses qui ont été mises en place. D'abord, il y a l'idée peut-être de préservation de l'existant. On va essayer de trouver des paramètres, des leviers d'action qu'on puisse mettre en place à la vigne pour lui permettre de s'adapter au mieux aux évolutions climatiques à venir. Et puis après, il y a la démarche qui consiste à dire peut-être qu'il faut remettre en cause les zones de plantation. Donc il y a aussi l'idée d'aller chercher de nouveaux territoires. Et là, on rentre dans une autre démarche, une démarche un peu pionnière qui est tout à fait excitante, où on va un petit peu balayer la théorie, on va réfléchir peut-être à des plantations en face nord, on va réfléchir peut-être à monter en altitude pour aller chercher justement des climats qui soient un petit peu plus cléments. 10, 9, 8, 7,
il va peut-être et certainement y avoir une évolution de la typicité des vins corses. Ça, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait passer à côté. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va abandonner la qualité. Hein. Il existe des pays bien plus chauds et bien plus secs qu'en Corse qui peuvent faire des bons vins. Il suffit d'aller voir en Israël, il suffit d'aller voir dans le nord de l'Afrique, il se passe de très belles choses. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas nous aussi.